Tous, ici Piero San Giorgio. En fait, vous savez qui je suis puisque je mets ces vidéos sur Patreon. Et donc, a priori, comme vous êtes abonné, vous savez qui je suis, donc j'ai pas besoin de dire auteur de, etc. Pour la petite info, je suis en train de bosser sur des chapitres. Alors, c'est assez marrant, c'est que tu vois, un chapitre qui à la fin fera 10 pages commence par ce genre de note. Là, c'est un chapitre sur le stress. Ça fait partie de la peur, le stress, à la source des peurs. Enfin, vous verrez quand vous lirez ces chapitres plus tard. Aujourd'hui, tranche de vie, je reviens d'un déjeuner et je racontais une histoire à ce déjeuner. Je me suis dit que je vais la raconter. Je devais avoir 20 ans, peut-être, 21 ans, je ne sais plus. Stage pendant l'été, alors que je faisais mes études. Eh bien, j'avais trouvé un stage auprès de la société Hewlett-Packard, qui est un fabricant d'ordinateurs, un des plus anciens, des plus vieux, puisqu'ils ont commencé dans les années 40 dans un garage, le fameux garage de Cupertino, ce qui allait devenir la Silicon Valley. En fait, Monsieur Hewlett et Monsieur Packard ont été les réels créateurs de la Silicon Valley. Et Monsieur Packard était encore vivant à cette époque où j'ai fait ce stage. Donc, je me suis pointé et j'ai travaillé pendant les mois de août et de septembre. Donc, ça devait être en 1993. J'avais 22 ans. Donc, à Cupertino. Et mon job était de faire un audit pas de la stratégie, mais des procédures, des process, donc des méthodologies d'acquisition et le terme technique en anglais c'est merger and acquisition, mais en fait fusion et acquisition, fusion, une boîte comme Hewlett Packard, elle n'en faisait pas beaucoup, elle faisait surtout des acquisitions. Et pour vous donner le contexte, c'est que vous savez, aujourd'hui nous sommes dans un monde où les entreprises, ça va par mode, hein, aujourd'hui les entreprises sont très horizontales, c'est-à-dire que elles ont placé une grande partie de leurs fonctions euh, internes à l'extérieur. C'est-à-dire qu'elles ont extériorisé donc la palissade, je me répète en fait, mais j'essaie de trouver le mot le juste en français, où en fait, par exemple, un fabricant comme Fiat, pendant longtemps, était vertical, c'est-à-dire qu'il avait tout, sauf la mine de fer pour les carrosseries. Mais en gros, il achetait du fer. Ils avaient leur propre fonderie à Turin. Ma famille, une partie de ma famille vient du monde ouvrier de la ville de Turin en Italie, où a été créé, où était le siège de Fiat et des usines Fiat pendant longtemps. Ils avaient des fonderies qui travaillaient 24 heures sur 24, 365 jours par année, qui faisaient des hauts fourneaux, ils faisaient du fer, ils faisaient eux-mêmes les carrosseries, ils faisaient eux-mêmes les caoutchoucs des voitures, ils faisaient tout. Il les assemblait sur des chaînes de montage. La voiture, elle sortait du char de montage, il faisait le test de conduite sur le Lingotto. C'est un endroit magnifique à aller visiter dans l'architecture industrielle du XXe siècle à Turin. C'est une belle ville, allez visiter Turin, ça vous fera un bon week-end, sympa, même peut-être une semaine. On mange bien et c'est une ville sympathique. Elle a bien réussi à faire le virage de la fin du post-industriel pour l'instant. Donc voilà, elle faisait tout. Alors qu'aujourd'hui, une entreprise comme Fiat, en fait, ne fait rien. Elle n'a qu'une marque, elle ne fait que le design des nouvelles voitures, la conception, le design et la programmation des programmes informatiques que les robots vont mettre en place pour fabriquer. À la limite, elle n'est même pas propriétaire de ses propres usines, elle est certainement pas propriétaire des mines de fer, de l'assemblage, des caoutchoucs, des roues, des machins. Tout ça, c'est une myriade de milliers de sous-traitants. Vous allez voir, je vais y revenir à Hewlett Packard. Et ces sous-traitants, eh bien, font en sorte que tout fonctionne. Et en fait, là où Fiat gagne de l'argent, c'est dans le leasing de ces voitures aux clients. Parce que dans un monde où l'argent est à taux d'intérêt négatif, lorsqu'ils te font un leasing à 2 ou 3%, en fait, de plus que les taux directeurs, en fait, ils se gagnent de l'argent. Le leasing est une très mauvaise manière d'acheter quoi que ce soit. Mais bon, financièrement en tout cas. Enfin, si ça dépanne, etc. Bref, à cette époque, Hewlett Packard était encore, et je ne sais pas depuis, mais j'imagine elle est allée dans la mode de la décentralisation de toutes les fournitures, etc. Eh bien, elle était dans l'idée qu'on devait verticaliser un business. Par exemple, Hewlett Packard donc fait des ordinateurs. Dans le monde des PC qui est arrivé dans les années 80, des ordinateurs personnels, ce qu'on appelait à l'époque
Euh, c'est un temps que les moins de 40 ans n'ont pas connu, mais il y avait ce qu'on appelait les compatibles PC IBM. Compatibles IBM. Et donc, dans ce monde-là, quand une entreprise d'informatique, elle commence à concevoir, alors déjà à l'époque, ça leur faisait chier, ils étaient obligés d'acheter des puces chez Intel. Donc c'est déjà un truc qui était en dehors de leur société parce que c'était devenu trop grand pour être acheté et que Intel se faisait les couilles en or sur ses puces. Les fameuses puces 86, 286, 386, 486, Pentium, etc. Pentium 2, Pentium 3, et tous ces trucs, mais qui gagnaient en puissance à chaque fois. Bref, peu importe, on s'en fout, c'est pas ça le sujet. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple, quand Hewlett Packard disait, bon, maintenant on fait des PC, mais on a besoin de périphériques, on a besoin des cartes graphiques, on a besoin d'écrans, on a besoin d'imprimantes, de scanners, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Eh bien, ce que fait Hewlett Packard, se dit, bon, on va pas réinventer la roue, on va pas faire une équipe de recherche-développement pour faire des imprimantes ou des scanners ou quoi que ce soit, on va regarder dans le marché, puis on dit, ah, telle et telle entreprise fait des imprimantes, et on va l'acheter. Sauf que tu ne veux pas acheter une entreprise n'importe comment, parce que si tu en achètes une trop petite, elle a peut-être pas la meilleure, elle est pas chère, mais elle a peut-être pas la bonne technologie pour durer à long terme, ou la technologie n'est pas scalable, euh, n'est pas capable d'évoluer pour d'autres choses, pour des raisons parfois physiques, de mécanique, de logiciels, de plein de choses. Et si tu vas sur une entreprise qui marche bien, qui a des bonnes ressources, mais qui a déjà une grosse part du marché, eh ben, elle va être très chère. Donc l'idée, c'est de trouver le bon équilibre entre celle que tu vas attraper, puis une fois que tu l'attrapes, bah, voilà, tu vas pouvoir la mettre dans tes usines, dans tes chaînes de montage, et tu vas faire toutes les imprimantes que tu as besoin pour tes clients, etc. Donc ça peut être très rentable de faire ça. Donc il y a une équipe qui s'appelle une équipe de merger and acquisition, donc d'acquisition et d'intégration, on va dire plutôt que de fusion, et qui doit sélectionner, négocier et ensuite acheter avec, avec la partie finance de la société ces choses-là. Donc mon travail à 22 ans, c'était pendant l'été, c'était de dire, ok, voilà, on a un historique d'achat d'entreprises depuis les années 60, mais qui s'est accéléré fortement dans les années 70 et surtout 80 et la fin de la décennie des années 90 avec le monde PC, etc. D'ailleurs, l'exemple d'un des concurrents de Hewlett Packard, c'était Digital Equipment que je connais bien, puisque mon père y travaillait, où ils avaient cette manie de vouloir tout fabriquer eux-mêmes, et au bout d'un moment, bah, ça coûte cher, et puis il y a des échecs industriels qui s'étaient faits, parce qu'à vouloir tout faire, bah, tu ne peux pas être bon dans tout. Et donc, Hewlett Packard avait cette méthodologie donc, que j'ai revue, donc je me suis tapé tous les achats, j'ai interviewé les gens du service légal, les gens du service d'ingénierie, les gens du service logiciel, qui nous disaient, ben voilà, lorsqu'on a acheté tel truc pour telle imprimante, ça a été la merde parce que les drivers étaient pas bons, on a dû les reconcevoir, les machins, tout ça, tout ça. Et donc c'était très intéressant de voir tout le processus d'une grande entreprise qui faisait des milliards de dollars de chiffre d'affaires et qui souhaitait de temps en temps acquérir. Alors la décision stratégique d'acquérir, elle se faisait à un autre endroit, donc ce département était un exécutant. C'est un peu comme je sais pas, un tueur à gage, on vient pas lui dire est-ce qu'on devrait tuer ce type ou pas. Non, on vient lui dire en disant ce mec, maintenant tu le butes. Et c'est à lui de voir comment. L'analogie peut-être n'est pas bonne, mais l'idée c'était de dire à partir du moment où il y a le choix de dire maintenant on va acheter des imprimantes laser, eh bien ce département allait identifier les entreprises existantes dans le marché, bon ça c'est pas très difficile, et ensuite, elle allait les approcher d'une manière plus ou moins subtile, souvent, alors c'est une société assez intègre, en tout cas à l'époque, et elle approchait en disant, voilà, on souhaiterait vous acheter, mais on aimerait analyser vos chiffres et vos comptes, et donc ça, c'est une procédure légale qui se met en place, une première procédure qui est de dire, pour que vous nous ouvriez vos comptes, quelles sont les conditions, et ces conditions sont gérées par la loi, c'est-à-dire que si ensuite tu utilises ces comptes pour des démarches hostiles envers cette société, il va y avoir des dommages à payer. Donc, pour éviter justement de l'hostilité et de l'utilisation à mauvais escient, chose que Microsoft faisait beaucoup, eh bien il y avait un département légal qui regardait un petit peu. Ensuite, il y avait un département technique qui évaluait la technologie, si oui ou non elle était bien. Et puis le département financier qui faisait une évaluation en disant, voilà, qu'est-ce qui est raisonnable d'acheter. L'idée, c'était pas d'acheter, évidemment, l'idée c'est d'acheter au meilleur prix, mais si tu niques les propriétaires de cette société que tu achètes, ou les actionnaires, eh bien, tu vas avoir du sabotage et tu vas avoir de l'hostilité, quand bien même tu arrives à les acheter.
même si tu fais un achat un peu hostile, à un prix très bas et tu y arrives, tu vas avoir des gens qui sont mécontents et donc qui vont te laisser des bombes à retardement dans la société, qui vont partir avec les meilleurs employés. Donc là aussi, quand tu achètes, il y a aussi un aspect légal lié au contrat. C'est-à-dire que tu dis, on veut bien acheter votre société, mais dans les conditions d'achat, il y a un prix, il y a tout ça, mais il y a aussi le fait que tu ne peux pas partir avant un certain nombre d'années sous peine d'avoir des pénalités ou que l'argent qu'on t'a promis pour acheter ta boîte, eh bien, il ne soit pas payé parce que tu n'as pas répondu aux conditions adéquates. Et donc, tu vas mettre en place en fait toute une série de... Moi, ce que j'avais appelé, c'était des checklists, une checklist avec des tick box, où déjà tu comprends le processus. Est-ce que ça a été fait, ça a été fait, ça a été fait. Parce que j'ai découvert qu'il y avait eu des désastres et il y avait eu des achats qui n'étaient pas cachés dans notre société. Les gens le savaient très bien. Ils disaient voilà, tel achat a été un désastre, tel achat a été un désastre, tel achat a été un désastre. Et d'ailleurs, on avait remarqué que à peu près 8 achats sur 10 finissaient par des pertes financières ou des désastres dans l'incapacité, en tout cas pas de manière rentable, d'acheter, d'intégrer une nouvelle technologie, un achat correctement dans la société. Alors, a priori, bah, c'est pour ça qu'il m'avait demandé de faire ce travail, d'essayer de prendre quelqu'un de jeune et qui vient de l'extérieur et d'avoir une vision un peu voilà, originale de cette approche. Et donc, je devais faire un rapport. Hein, j'étais pas non plus le messie. Hein, il fallait pas non plus à la fin aller devant le board de la société en disant j'ai trouvé le problème, moi, 22 ans, le truc que depuis 40 ans vous faites mal. Non, non, pas du tout. C'est juste de faire un rapport et effectivement, j'ai trouvé deux, trois trucs. Et effectivement, cette particularité, en fait, il y avait pas beaucoup de coordination entre les différentes techniques, entre les différents départements qui étaient impliqués, parce que justement, il n'y avait pas cette checklist, il n'y avait pas ce côté d'abord avec un process qui disait d'abord ça, ensuite ça, ensuite ça. C'était un peu le bordel. C'est évidemment quelqu'un. En fait, comment ça se passait en réalité? C'est que tu avais des ingénieurs qui disaient putain, il nous faudrait bien cette technologie ou ces périphériques ou ces trucs en plus parce que ça va nous permettre de vendre. Ou alors c'était les ventes qui disaient putain, le marché demande ça, nous on l'a pas. Pourquoi les ingénieurs vous ne le fabriquez pas? Les ingénieurs ils disent ouais, nous on peut fabriquer plein de trucs, donnez-nous du fric, donnez-nous des employés, nous on vous fabrique tout ce que vous voulez, on vous envoie, on vous fait une fusée pour aller sur la Lune. Mais à un moment, il y a la direction stratégique de la société qui dit non, 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 nous on va pas aller sur la Lune, on va pas fabriquer des fusées, on va rester dans notre business qui est celui de faire des ordinateurs. Mais c'est vrai qu'on a besoin d'imprimantes, donc patati patata. Et donc, et donc il y a tout un processus de communication interne à une entreprise pour déjà décider euh, le secteur et ensuite la société dans laquelle on voudrait investir ou acheter, etc. Puis parce que c'est vrai que parfois, la société, elle dit non, moi je ne veux pas me vendre, je suis privé, vous ne pouvez pas m'acheter, mais je veux bien faire un partenariat stratégique avec vous, c'est-à-dire que c'est moi qui fabrique les trucs que vous vendez et vous mettez votre marque par-dessus et c'est tout. C'est mes seules conditions parce que je veux garder le contrôle et puis parce que c'est émotionnel, c'est la société que j'ai eue de mon père, je sais pas. Il y a plein de cas de figure. Et donc c'était super passionnant de faire cette checklist, de dire voilà, il ne faut pas oublier ça, ça et ça et ça et ça. Et a priori avoir un processus, on a fait ça avec évidemment des flowcharts en disant d'abord il y a ça, ensuite il y a ça, ensuite ça. Ensuite il faut revenir à ce département, par exemple le département légal, pour vérifier qu'on a bien. Ensuite, est-ce que le document que doivent signer les deux sociétés qui vont commencer à discuter entre elles, qu'est-ce qui implique au niveau pénal, machin, surtout, quel département doit être impliqué à quel moment pour pouvoir dire, ok, maintenant on amène les avocats pour décider voilà, des conditions dans lesquelles cette évaluation va pouvoir être faite et dans lesquelles on va ouvrir les livres comptables pour la finance, les spécifications techniques pour les ingénieurs et ainsi de suite. Et s'il y a de l'espionnage, parce que c'est une possibilité, à ce moment-là, qui paye quoi comme pénalité, etc., etc. Quel est le juge compétent, quel est l'organe, on va dire, légal qui est compétent pour juger des éventuels euh, événements hostiles, etc., qui peuvent se faire dans ce cadre-là, histoire de rassurer tout le monde. Et donc, je me souviens que j'avais fait ce truc-là. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, la plupart du temps, ça ratait. La plupart du temps, les entreprises se plantent. Et tout ça, c'est pour vous dire que quand beaucoup de gens nous parlent des entreprises qui sont complotistes, etc., la réponse est oui, bien sûr. Bien sûr qu'elles complotent, bien sûr qu'elles planifient, bien sûr qu'elles veulent faire des choses. Mais très très souvent, pour des raisons de manque d'organisation, d'incompétence, de manque de... Parfois le temps pour une opportunité passe et ensuite ils achètent une entreprise, puis finalement il n'y a plus de marché. C'est en fait l'immense majorité des cas. C'est très rare que les... Et pourtant, Hewlett Packard avait la réputation, et je le crois volontiers,
qui était une des entreprises les plus efficientes et les plus performantes. Et d'ailleurs, elle est toujours vivante alors que beaucoup de ses concurrents sont morts, ont été rachetés depuis, etc. Et c'était une entreprise qui avait une gestion extrêmement saine, je dois dire, des gens. Elle était un peu plomb-plomb et un peu chiante, hein, mais dans sa philosophie, c'était un peu... c'était pas aussi figé que IBM. Il y avait un petit côté ingénieur, prof tournesol, mais c'était un peu plomb-plomb. C'était pas hyper dynamique, c'était pas fun. En revanche, c'était stable. Donc, voilà. Et donc, même eux se plantaient souvent. Et donc, on a identifié les facteurs de plantage essentiels qui étaient la rapidité, qui était c'était même pas tellement l'évaluation financière, c'était la capacité d'évaluer correctement et d'impliquer, par exemple, les services, les départements de recherche et développement du Hewlett-Packard assez vite pour évaluer si la technologie était bonne ou pas. Et parce qu'acheter une entreprise juste parce qu'elle est pas chère, si ensuite la technologie ne marche pas, elle n'est pas compatible ou elle demande énormément d'investissement pour qu'elle soit intégrable, bah ça marche pas. Donc il y avait des choses très intéressantes. Donc c'est vrai que j'y repensais, c'était assez exceptionnel de pouvoir faire ce job qui était assez voilà, ponctuel pendant 2 mois et demi, 2 mois quoi, de travailler en Californie à 22 ans pour ce genre de travail. Est-ce que ça a un rapport avec la survie? La survie des entreprises, certainement. Mais voilà, c'est une petite tranche de vie que je partageais avec vous. Et voilà. À bientôt et préparez-vous, notamment avec vos imprimantes.